Top 100 all time, top 100 all time. Top 100. Yes sir. It is Monday. On est quel jour? It is Monday, j'ai dit. Voilà, on est lundi. Et on fait des bisous. Arrive avec bon appétit. Tout à fait. Pas mal d'autres jours de la semaine, mais le lundi, ça arrive, c'est bien. C'est vrai que c'est vraiment bon appétit le lundi. On vous fait des bisous, vous connaissez le classique. Commencer une semaine, ce n'est pas possible sans un épisode du top 100 all time. Ouais. Sur la saison 2019-2020, nous allons faire le plus grand travail imaginable en termes de classement all time. On va essayer, en tout cas. C'est ça, des heures et des heures de réflexion, de clash, du blasphème. Prise de tête. Ouais, tout à fait. Commence à les voir venir les prises de tête là. Je commence à avoir des discussions un petit peu plus, tu vois, musclées quoi. Hein, c'est un peu plus musclé comme on dit dans, tu vois, genre, y a des mecs qui sont venus nous voir là suite au dernier épisode, genre, les gars, Tony. Non, tu sais, sur Tony là, tu sens que les joueurs français. Sur Tony et sur Manu aussi, il y a eu pas mal de discussions. Ouais. On aura l'occasion d'en rediscuter. Très vous le savez, comme d'hab. Le cas Manu. Bien sûr. T'as vraiment ceux qui sont là, genre, Alex, mais t'as trop raison, mais moi je leur ai à peine rentré dans mon top 100. Et t'as vraiment ceux qui viennent d'une ville du Texas, voilà, qui commence par un S qui finit par Antonio. Et allez, on peut chambrer un peu. Qui eux me disent non mais t'es un ouf, c'est un top 30. Voilà. Donc du coup les avis sont vraiment très divergents, je trouve, sur vraiment ça commence à devenir fun. Le cas de Ginobili, il y a vraiment des amplitudes de mal. Ah mais bien sûr, moi j'ai reçu des menaces de mort suite à la position de Tony Parker dans mon top 100, donc vous inquiétez pas, je suis toujours en vie. Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est la base des bases. Non, évidemment, c'est avec amour et délicatesse. On aura l'occasion de reparler notamment de Manu quand il sera en avril dans mon top 30. Vous connaissez donc le classique, le lundi, c'est... Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Alex ? Ouais, franchement, vu le temps dehors, moi je conseille la petite soupe en mode moulinet de légumes à faire soi-même, quoi. Tu vois, la moulinet tes légumes toi-même, non ? Avec des petits croûtons. En entrée, alors. Ah oui, c'est une entrée, ouais. Des petits croûtons, et si t'as du bon pain, c'est quand même bon, c'est quand même cool. Tout à fait, je veux bien. Pour ceux qui sont fans. Après, derrière, je sais pas, tartiflette pour changer, quoi. Ouf, ah ouais, changer de la raclette. La soupe tartiflette, on est bon. Pourquoi pas. Pas d'eau. Hein. C'est l'hiver. Hein. Pas d'eau, d'accord, pas d'eau. C'est l'hiver. Tu bois du thé et tu manges du pain. Petit verre de blanc là-dessus, qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais c'est pour éviter de... Oui, tout à fait, mais c'est pour éviter juste que ça... Je sais pas, des trucs savoyards, là, genre, je sais pas, de la Premont, comment ça s'appelle Riesling. Comment il s'appelle le blanc ? Non, mais le qui allait chercher en Alsace. Là. Mince. Peut-être, je crois. Voilà. Dans tous les cas, vous mangez ce que vous voulez, c'est ça. Ma team Trône, évidemment, et tous les autres qu'on voit dans les messages, ceux qui sont en révision. Ça, c'est de la TTFL, mais bien sûr, Team All-In, tout ça, la team Rupture. Je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires en ce moment. Les gars, tenez bon, hein. Et les meufs aussi. C'est bientôt la Saint-Valentin comme on dit. On va commencer comme d'hab avec les questions. Toutes les semaines on récupère les questions dans les commentaires et on y répond un maximum. Si votre question on n'y répond pas, c'est probablement parce qu'on y a déjà répondu. Vous pouvez regarder les épisodes précédents. On a déjà réglé pas mal d'interrogations. Ensuite on fera le reveal des places 60, 59 et 58. Et après on se fera le petit débat. Exactement. No spoiler, mais on va quand même se le permettre. Il y a une semaine, lorsqu'on vous a montré dans l'épisode, on avait annoncé que le grand format, le débat de l'épisode suivant, ce serait les mentions honorables. Donc vous pouvez déjà taper sur les vôtres, genre qui n'est pas dans votre top 100, mais qui a failli quand même bien gratter la porte. Qui a bien gratté la porte. Quoi. Qui a toqué là où il fallait. Tu es chaud ? Ouais. On a des questions. Et on y répond. Première question de Noumouz, le dispositif. Il faut que tu aies ton tableau. De comment ? De qui ? Noumouz, le dispositif. D'accord. Noumouz. Okay. Il faut ton tableau. Ouais, Pour vous, quel est le potentiel le plus gâché de votre top 100 ? Ah. Bah, moi, je pense que c'est ma wildcard. Bill Walton ? Est-ce que c'est gâché ? On peut mettre ça quand même gâché par les blessures ? Parce que attention, l'autre, le début de carrière... Il y a quand même un titre et tout. Hein. Ouais, mais attends, c'est gâché quand même. Ouais, mais il y a plus... Moi, je vois des mecs... Quand même. Après, il aurait pu être un des meilleurs pivots de genre... D'accord, mais gâché, il y a des mecs qui ont du talent de malade, qui ont rien dans leur palmarès, mais rien, quasiment, quoi. Ouais, bon, ça, après, t'es obligé d'avoir un titre. Moi, ce que je veux dire par le talent le plus gâché, c'est... Sans parler de titre, même pas grand-chose, quoi, tu vois, genre Peñarda, ouais. Moi, que j'ai en wildcard. Ouais. Ou, est-ce que Tracy McGrady, il y a pas un peu du gâchis quand même Si, tout à fait. Il y a un peu de ça, il y a un peu de Chris Webber aussi qui aurait pu être beaucoup mieux classé, si bien sûr. Chris Webber, ça aurait pu être une grosse dinguerie. Ouais, moi, c'est à ces gars-là que je pense tout de suite. Hein. Grant Hill, totalement, non, bien sûr. De toute façon, dès qu'on rentre dans la case des blessés, de toute façon, c'est pour ça que je mets Bill Walton, hein, mais c'est un des premiers mecs qui me viennent à l'esprit. Après, c'est plus difficile quand on commence à rentrer dans le top 50. Là, à ce moment-là, c'est pas trop gâché, quoi. Là, on est bien. Moi, c'est entre Grant Hill, Penny Hardaway, Bill Walton. T-Mac, Weber.
C'est dans ces gars-là. Bill Walton. Question suivante. Kevin Bull. Salut l'équipe. Quelle est la place du joueur le plus haut de votre classement n'ayant jamais été un franchise player? On a des joueurs qui ne sont pas franchise player et qui sont dans le top 100. Ça, c'est du franchise. Ça, c'est du franchise. Ça, c'est du... C'est compliqué quand même. Moi, 46. je vais donner un range. 46. Ah ouais? 46. Merde, c'est qui toi dans ces eaux? Toi, t'as beaucoup plus haut, toi? Bah non. Bah après, je sais pas. Genre, est-ce que tu considères, je vais pas donner sa place, est-ce que tu considères que John Stockton, par exemple, c'est un franchise player dans sa carrière? Ah, oh, c'est compliqué comme cas. Merci. Est-ce que tu considères que James Worthy il a déjà été leader? Bon, Moi, ça, je moi, pense que la pas réponse elle est franchise plus claire. player. Ouais, non. James Stockton, c'est un peu plus compliqué quand même. Je suis d'accord, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, donc spoiler sur ma place. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Bah, ouais, je pense, ouais, il y a du... Moi, je dirais 40. Moi, franchement, dans ce cas-là, dans mon top 50, je dirais que j'ai que du franchise player quasiment. Quoi. Après, voilà. C'est bon. À partir de juste avant le top 50, j'ai quelques mecs qu'on pourrait considérer comme n'étant pas des franchise players. Voilà, je vais pas en dire plus, parce qu'après j'en ai marre. On s'auto-spoil avec toutes ces questions là, les gens ils peuvent pas être patients. C'est ça. Vous pouvez pas être patient. Soyez patient, elles vont tomber les Mais places. oui, mais on répond aux questions, tu comprends. Ouais, c'est vrai. Question suivante de Almasno. Question, si Giannis gagne un second titre de MVP, combien de places peut-il gagner? Beaucoup. Moi j'ai envie de dire, je veux bien qu'il soit MVP, par contre je veux bien surtout qu'il aille chercher la bagouze. Parce que là par contre il va y avoir un jump qui est clairement différent. Ah non, attends, la bagouze c'est énorme jump. Bam. Et un deuxième MVP, s'il continue, tu vois, à aligner les lignes de stats qu'il est en train de faire et tout, il peut rentrer dans une catégorie des monstres sans bague. Oui. Dans l'absolu où il en gagne jamais. Hein. À la Ewing, Barclay, tu vois ces gars-là. Et il aura de Malone MVP, et tout. bien sûr. Ils sont quand même, on les a pas encore mis dans notre classement, tu vois. Et c'est des mecs qui, Non, bien a sûr. priori, tu les as, je pense. Je crois. Tu vois. Voilà, donc ça va tomber, tu vois, c'est des mecs sérieux. Non, c'est sûr. Après, oui, une bague, on en a déjà parlé, oui, ça te met en valeur, ça te met un prisme différent à ton palmarès. Genre, donnez-moi une bague à Karl Malone ou à Charles Barkley, et c'est un autre délire. Non, s'il est MVP une deuxième fois, Giannis, déjà ce qui sera très fort, c'est qu'on est en back-to-back, et là on rentre dans une autre classe, les copains, Ouais, aussi. Le back-to-back MVP, Le back-to-back MVP, on le j'avoue. sous-estime, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que vraiment, pas t'as grand monde, roulé. en fait, hein. Ah bah c'est ça. Quand tu regardes. Donc les back-to-back MVP, moi je pense que s'il le fait une deuxième fois d'affilée, tu peux rentrer. On l'a mis dans le range 195 là à peu près. Ouais, 90 moi. Ouais, c'est Mais ça. bon, oui, c'est ça. Dans ce range de fin parce qu'il est un peu jeunot. Ah, ça rentre, Bon, ça va là, taper le top 75 tout de suite, Ah, voire même plus bas. ah ouais, je pense Enfin, même. plus haut ou plus bas. Je enfin, pense, pas compris. je pense que tu te rapproches du. Je pense que tu te rapproches top du. 50 en fait. Tu te rapproches du 70 à peu près 65. Je me mettrai après dans ce Je range là. sais pas, faut voir, faut reprendre les classements pour voir où tu le mets exactement. Donc tous les copains qui veulent faire de la concu à Giannis, on y va parce que l'autre il est parti pour le back-to-back. Hein. Il y a de la discussion, après, il y a de la là, discussion, c'est mais là un c'est. autre apéro là. Si tu veux, on Il est fait bien un autre parti. apéro. Il est bien parti. Ah, Il est bien parti. Il Merci. est plus que Merci. bien parti. Il est plus que bien parti. Il est plus faut que bien reconnaître. parti. Question de Victor OKC. Quel est le joueur le plus haut à n'avoir jamais gagné un MVP? Voilà, mais on va encore spoiler le. On l'a pas déjà répondu ça. On va passer à une question suivante. On va Non, tout spoiler encore. Non, t'inquiète, on va pas le faire. Ok. Bah, en même temps, il y a des joueurs qui n'ont jamais été MVP. Bon, c'est pas. MVP de régulière. Ouais. Non, tu sais quoi, dis un chiffre au pif. Enfin, je dis un chiffre au pif. Dis un des joueurs que tu as à sa place. Peut-être pas le plus haut, le plus forcément. Enfin, tout ça, Moi, un mec pas MVP de régulière, j'en ai un autour du range du top 20 quoi. Ouais, voilà. Hein, on va être J'en ai politiquement un, correct. ouais. Ouais, Au bien moins sûr. un d'ailleurs, Ouais. peut-être même deux. Ah, je crois que Je j'en ai. suis encore en réflexion. Moi, je crois que j'en ai 2-3, ouais. J'adore dire ça. Je suis encore en train de voir. Arrête ton chat. Question suivante de Antoine Saint-Sévère. Est-ce que avoir la couverture, est-ce que être sur la couverture d'un jeu vidéo NBA Live ou NBA 2K, ça compte dans le classement? Pas pour moi. C'est pas. Ça n'influe en rien le niveau auquel je classe un joueur. Moi, Je personnellement. vais pas dire à Ok, Alex non plus. blasphème. Que fais-tu? T-Mac était en couverture de NBA Live 2003. Non, ça va pas être dans cet argument-là, c'est sûr. Je suis d'accord. Tu vois. Par contre, quand tu grandis dans le monde des jeux vidéo et que Oui. ces joueurs-là sont des couvertures et que c'est des joueurs que tu as appréciés, ça peut changer la façon dont tu les apprécies. bon, Un petit peu. ça tu sais. peut modifier ton degré de subjectivité quoi. C'est ça. Mais C'est c'est comme les films ou les trucs comme ça. Hein. Pour moi, mais je le rentre même pas dans mes paramètres, non, c'est par même pas un contre, truc que je check, enfin je m'en fous. On est bien d'accord. Alexandre Duflet qui nous demande quel est votre joueur préféré
que vous n'avez pas pu faire rentrer dans votre top 100. Ça peut-être qu'on va y venir après pour le grand débat. Tu réponds ou pas? Hein? Tu veux répondre? Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah si, si, vas-y, réponds pas. vas-y. Bah, Gilbert Arenas. J.R. Smith. Voilà. Manu Ginobili. Qui est hors top 100 finalement, t'imagines l'anti-troll. Ouais, Gilbert, c'est forcément le truc. Bendola Bendo qui nous demande, hormis Iguodala, oui. y a-t-il un MVP des finales qui n'est pas dans votre top 100? Oui. Les MVP des finales? Oui. Salut Jojo White. Comment tu vas, Jojo White? Comment tu vas, Cédric Maxwell? Ouais, Cédric Maxwell. Cédric Maxwell, oh. Ouais. Coucou Chansey. Comment? Coucou Chansey. Chansey Billups. Non, mais tu vois, genre, il y en a forcément. Voilà. Après, on verra pour Kevin Durant, tout ça. Il reste encore deux, trois petits trolls. Mais non, mais oui, il y a quelques. Le MVP des finales, on en a déjà parlé de ça, comparé et tout. Clairement, pour moi, je valorise ça tellement moins qu'un MVP de régulière. Ah non, bien sûr. C'est quand même tellement, entre guillemets, moins dur à obtenir. C'est sur un échantillon de match beaucoup plus court. Il y a tout un contexte qui se met en place. Ça n'a rien à voir que par rapport à régner sur une saison. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, il y a une question, ça répond un peu à un point qu'on venait de souligner. Léo Gors qui nous demande, salut Léo, à quel niveau de prestige vous mettez le titre NBA dans une carrière? Par exemple, un joueur ayant été MVP, champion du monde et champion olympique, mais il n'est pas champion NBA. Est-ce qu'il sera mieux classé qu'un joueur impactant ayant simplement été champion NBA et n'ayant pas obtenu d'autres récompenses importantes? Il n'y a pas assez de critères là, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Là, on prend les cas extrêmes. Là. Le cas que tu nous donnes, c'est un cas extrême. Non, quand même. Attends, si tu as été dominant, si tu as été MVP, parce que tu le mets dans la question, si tu as été MVP, merde, quand même. Oh, un mec qui est MVP et qui a eu des récompenses collectives, peut-être avec sa sélection nationale, par rapport à un mec qui est titré NBA, mais qui n'est pas non plus, tu vois, qui n'a pas été MVP. Oh, attends, MVP, c'est un délire quand même. Ouais, je suis d'accord. C'est MVP de saison régulière. Oh. Je suis d'accord, et puis les titres, tout dépend de qu'est-ce que tu as fait dans une équipe qui a le titre. Bien sûr. Genre, je sais pas, Robert Horry, il a 7 titres. Hein. C'est ça. Genre, au mieux après, du pareil, mieux du mieux, j'aurais pu en faire ma wildcard pour rigoler, quoi. Mais c'est tout, genre à aucun moment il est dans mon top 100. C'est ça, il y a des mecs qui ont 6. Mais il a 7 putains de titres. Bon, comparé à d'autres gars comme Barclay par exemple, MVP, pas de titre, ou Malone, MVP, pas de titre. Et je fais la compa tout de suite. Il n'y a même pas photo pour bien moi. Sûr, et c'est pour ça que notamment pour répondre à cette question, et on va pouvoir faire la transition et réfléchissez bien, où est-ce que vous mettez Charles Barkley, où est-ce que vous mettez Scottie Pippen? On va pouvoir faire le reveal. Exactement. Et où est-ce que tu mets Scottie Pippen par rapport à ces mecs qui n'ont pas gagné de titre? Et en plus, Scottie Pippen, c'est un exemple compliqué parce que là le joueur. Bien sûr. Mais tu vois, il y a des gens qui regardent et qui font genre, oh, qui je mets plus haut, qui je mets plus bas. Fuck. Comment tu classes John Stockton dans le classement de tous ces meneurs qui ont tous des titres autour de lui? Tous des titres autour de lui, les mecs qui sont en concurrence. C'est ça? Un peu compliqué. Enfin, laisser la place à tous 5000 passes d'ess de moins. Quasiment, hein, mais ils ont tous 5000 teufs de plus par contre. Par contre, ils ont fait des parades. 5000 bouteilles de champagne, ça c'est clair. Voilà pour les questions. En tous les cas, n'hésitez pas à en poser plein comme d'hab dans les commentaires. On y répondra la semaine prochaine. C'est l'heure du reveal? Allez, on perd pas le temps. Et justement, Alex, tu connais le classique. Ceci est une tablette. Ceci est un stylo noir. Stylo noir. On va éviter les conneries. Tiens, voilà, hop. C'est cadeau. Le carnet. Tiens. C'est la fin du carnet. C'est la fin du carnet. Magnifique. Moi j'ai une troisième batterie externe, là, donc on est bon sur le téléphone. On vous montre juste Léonce. On vous montre juste le petit tableau. Celui-là, c'est celui d'Alex avec ses places 100 à 61. Et on va montrer aussi le mien, donc sur les 40 premières places gentiment. On va se faire le reveal. C'est vrai qu'on a 40% hein, qui est fait. Ta-ta-ta. Tu es chaud? Allez, j'ai pris mon numéro 60. Place numéro 60. Je suis à l'aile. Pas tout à fait, moi. Sympa le troll. Qui tu nous as mis? Bob McAdoo. Bob McAdoo. Et toi? Sam Jones. Monsieur Sammy Sam. Donc là, on est dans le basket moderne, hein, comme vous pouvez le constater. Moi, je vais m'occuper des années 60 et toi des années 70. Moi. C'est ça. Allez, vas-y, Bob. Pas si simple que ça à classer, lui. Hein. Parce que dans le genre, j'ai dominé comme un gros porc, mais j'ai que dalle, ou presque que dalle, dans mon armoire à trophées. Ouais. Il se pose bien là, lui. Hein. Bien sûr. L'ami Bob McAdoo. Hein. Compliqué. Bob. Juste pour donner une idée à ceux qui le connaissent pas, déjà juste en termes de comment dire, de palmarès Wikipédia, quoi. Hein, j'appelle ça comme ça. Hein, d'accord. Hall of Famer. Oui. 5 fois All-Star, 2 fois All-NBA, 3 fois meilleur scoreur. Je viendrai sur les stats après.
mine de rien. 3 fois de suite au passage. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période de la Ligue où, bah voilà, ça c'est fait. Il a 2 titres. Je vais revenir dessus, parce que je dis pas qu'il a des choses. Il les a dans son armoire à trophées, mais enfin, ces titres, par exemple, hein, sans vouloir trop dénigrer... Gary Payton. Il les a en bout de bande derrière Karim Abdul-Jabbar aux Lakers. Il a contribué, mais oui, c'est en 6e homme. Il a contribué, mais au 6e homme. Non, mais je veux dire en 6e homme, pardon. Sport, non, je veux dire, il est sur le banc. Non, c'est juste l'expression 6e homme sur le banc. Voilà, il n'est pas du tout le dominant qu'il a été à son début de carrière. Donc, il a les bagues, mais bon, voilà. Il a été rookie de l'année et il a été MVP quand même de la NBA en 75. Donc, voilà un garçon vachement compliqué à classer parce que du coup... Il y a le côté, il a quand même eu des bagues au final, mais j'ai envie de dire ces bagues ont eu assez peu de valeur à mes yeux. Ces bagues de Bob McAdoo ont eu assez peu de valeur à mes yeux dans quel niveau je le classe. Si c'était des bagues qu'il avait eu en mode franchise player, c'est la classe. Mais je serais pas du tout en train de parler de lui en 60. Non. Mais pas du tout. Je serais en train de parler de lui en 25. Quoi. Bien sûr. Parce que le niveau c'est ça en fait. Sauf que bon, enfin, pas tout à fait, mais peut-être pas 25, on va voir. Compliqué tout ça. Hein. Rookie de l'année, il a donc débarqué en NBA au Buffalo Braves, les anciens Clippers. Enfin, ils sont passés par San Diego aussi, je crois. Une affaire bien sombre. Un jour, vous aurez l'occasion de regarder en détail ce qui s'est passé entre la ABA et la NBA au niveau de la draft de Bob McAdoo. Hein. Ouais. C'est sombrissime. C'est un peu cracra. Il est arrivé dans une équipe où il y avait déjà Elmore Smith dans la raquette. Vous irez voir les lignes de stats d'Elmore Smith, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Et l'autre, il a pris 9 rebonds, il a mis 18 points direct, il a joué un peu ailier fort obligé. Et après, rapidement, il s'est retrouvé plutôt ailier fort, vraiment pivot. Et là, il a commencé à donner sa pleine mesure. C'était sa 2e ou 3e saison. Hein. Il est meilleur scoreur de la Ligue à plus de 30 points par match. 30, 15, voilà. Tous les soirs. Et l'année où il est MVP... la saison 74-75, je vous passe juste la ligne de stats comme ça on rigole un coup. 34 points, 14 rebonds, 2 passes, une interception, 2 contres. Les pourcentages c'est extrêmement sale. Il est MVP devant Dave Cowens, Elvin Hayes, Rick Barry et Karim Abdul-Jabbar. Spoiler, que des mecs que je vais mettre plus haut que lui. J'imagine toi aussi. Enfin, je sais pas, je connais pas ton classement. Peut-être. Mais tu vois. Pourquoi ? Parce que il n'a pas, dans sa période de domination, il n'était pas dans des équipes dominantes en fait. C'est-à-dire qu'il dominait lui. Même l'année où il est MVP, j'ai pas checké ça, je m'en rappelle plus. Mais ça gagne des matchs, mais ça gagne pas non plus. C'est pas de la folie quoi. Il est MVP principalement sur sa ligne de stats et pas forcément parce que le bilan est complètement dingue. Ils vont jusqu'en finale NBA ? Et ils se font sortir par les Warriors en finale ? La finale de 75 ? Je crois pas. Hein. Je crois que c'est une finale de conf. Je crois que c'est une finale de conf. Ok. Ouais. À vérifier. À vérifier, ouais. Ça... Non, mais je pense que tu auras raison. Tu veux que je sorte mon téléphone ? Non, vas-y, je t'en prie, continue sur Bob McAdoo, je vais le faire. Ce qui est assez intéressant avec ce joueur, c'est que après être parti des Buffalo Braves, il va faire un petit passage rapide aux Knicks. Il va quand même réussir à être All-Star vite fait en 78 avec les Knicks. Tourner encore en 26-13. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Genre il est un petit peu sérieux quand même. Là il y a de la blessure, il y a tout un passage un peu noir, Boston, New Jersey, je sais plus par où il passe, Détroit je crois. Enfin il fait un tour du monde de la NBA. Et il y a ce passage pendant 3 saisons environ chez les Lakers au bon moment. C'est-à-dire que l'autre il vient aux Lakers, il y a déjà le duo Magic-Jabbar, il n'y a pas de Riley au coaching et ça enfile les bagues dans tous les sens. Donc ça c'est cool, ça lui a permis d'avoir des bagues dans son armoire à trophées. Il finira à Philadelphie. Je le mets pas plus haut non plus parce que pour un gros scoreur comme ça, finalement, son relatif manque de longévité au plus haut niveau fait qu'il s'arrête à 18 000 et quelques points, ce qui est bien, mais en même temps, du coup on a quand même plein d'autres gars qui ont fait quand même nettement mieux, même chose un peu avec les rebonds. Donc je sais pas, je trouvais que du coup j'en suis arrivé un peu là, à 60e, c'est-à-dire que les mecs que je vais avoir dans la prochaine dizaine là,
Je vais avoir du mal à les mettre derrière Bob McAdoo. Enfin, voilà. Ouais, non, c'est Mais compliqué comme intrinsèquement, joueur. le joueur est fou. Hein. Compliqué, moi je l'ai mis un peu plus haut, je vais l'expliquer après pourquoi, mais oui, juste ouais, je vais pas te spoiler, on verra combien tu l'as mis. Ouais, voilà, la finale NBA, en fait, c'est juste j'avais confondu les Bullets avec les Buffalo Braves. C'est ça, parce C'était que Washington. c'est l'Ouest, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Monsieur Bob McAdoo, oui, en effet, moi je l'ai mis un tout petit peu plus haut, je l'expliquerai, il pourrait tomber dans la vidéo d'aujourd'hui. Monsieur Sam Jones. Ah bon, ça va, tout à fait, on est sur ce genre d'écart. Ouais. Monsieur Sam Jones que j'ai mis en 60e place, Sam Jones, The Shooter, ou même surnommé parfois Mr. Clutch par certains de ses adversaires de l'époque. Il fait partie de ces mecs, il a combien de bagues lui? Alors, Sam Jones, oui, je vais en parler. Monsieur Sam Jones, il a 10 bagues. Il n'y a que Bill Russell qui a plus de bagues que lui dans l'histoire de la NBA. Voilà. Qui en a donc 11. Sam Jones, il a 12 saisons professionnelles, 10 bagues. 1m93, 90 kg. Il y a eu 5 All-Star Games. Il a le numéro 24 qui est retiré évidemment à Boston. On est sur le pro vraiment du poste arrière qui shoot avec la planche. Ça a été un des précurseurs pour shooter vraiment avec la planche. Très adroit dans le périmètre. Exactement. Et un joueur qui était très apprécié notamment par Red Auerbach, le mythique coach des Celtics, parce que c'est lui notamment qui disait dès qu'il fallait rendre service, c'était un peu Sam Jones qui venait à la rescousse, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait, tu avais le droit quand même au boulot de Casey Jones, tu avais le droit au boulot de Frank Ramsey, tu avais le droit au boulot de Bill Sherman, Bob Cousy, Bill Russell et d'autres légendes qui ont aussi remporté beaucoup de titres, Tom Heinsohn, plein de Celtics qui ont vraiment pris beaucoup de bagues sur les années 60 parce qu'il y en a notamment 8 consécutives pour ceux qui ne le sauraient toujours pas. Mais Sam Jones, c'est quand même la team des 25 ans de la NBA, la team des 50 ans de la NBA. Il fait partie des 50 greatest et des 25 greatest. On a 15 000 points, 4 000 rebonds, 2 000 passes en carrière. Ce qui sort souvent, c'est cette histoire de 10 titres, parce que c'est évidemment impressionnant. Tu es le deuxième joueur avec le plus de bagues dans l'histoire de la NBA. Tu es obligé de les relativiser. Mais personnellement, si je le mets là, je les relativise parce que quand on me demande de faire notamment le dessin, il y a 3 saisons où Sam Jones est le meilleur marqueur des Celtics. Le reste du temps, ce sont d'autres garçons. Après, il est très très bon en playoff, c'est pour ça que notamment qu'il était surnommé Mr. Clutch, mais je trouve que souvent quand on fait l'espèce de photo, on a souvent Bill Russell qui est vraiment au premier plan, Bob Cousy qui va être là, John Havlicek aussi, et Sam Jones, on est dans cette catégorie de joueurs qui a très bien produit, mais qui n'a pas non plus des récompenses individuelles énormes pour accompagner ses bagues. Donc du coup, c'est difficile de le mettre plus haut quand tu as beaucoup de bagues, mais que tu n'as pas eu forcément l'espèce de trophée qui te met en avant, quoi. Devant lui, il y a 59 joueurs dans le classement de Bastien, il n'y en a qu'un seul qui potentiellement peut avoir plus de bagues que Sam Jones. C'est ça. Voilà, c'est tout. Et il faudrait que lui, par exemple, ce mec, il ait plus de récompenses individuelles, et ça a été un peu le cas, quoi. Donc forcément, il y a moyen que ça joue. Non, d'ailleurs, il y en a 2 qui sont dessus. Je crois. Si je dis pas de bêtises. En nombre de bagues. Ah non, pardon, c'est le nombre de bagues. Non, tout à fait, je pense que j'étais sur Boston. Non, j'étais sur Boston avec 2-3 mecs qui ont joué Boston. Non, bien sûr, mais non, de bagues, non. Mais après, non, mais par exemple, il n'a pas été MVP des finales, Sam Jones. Pas été MVP des finales, pas été MVP juste tout court. Enfin voilà, il est 5 fois All-Star. Remarque, tu me diras, le MVP des finales, je suis un salaud. Parce non, ça n'existe pas. Non, c'est juste MVP. Enfin, si tu. 5 fois All-Star, bon, c'est bien, mais il y avait déjà des All-NBA teams. Il a fait de la seconde et de la third team. Enfin, ça n'a pas été, en tout cas, il est respecté, et il est respecté dans l'histoire de la NBA, mais quand tu vois notamment comment en parlent les Jerry West, Oscar Robertson, Red Auerbach, ils disent il était considéré comme un des meilleurs arrières. Il n'y a pas l'espèce de révérence qu'il y a avec Elgin Baylor, avec d'autres gars qui étaient de l'époque aussi. Donc Sam Jones, je ne pouvais pas mettre plus haut. Juste la petite anecdote qui fait plaisir. Sam Jones, il ne savait pas en fait qu'il allait être récupéré notamment par les Celtics, puisque à la base c'était les Minneapolis Lakers qui avaient ses droits. Finalement Boston, Red Auerbach ne savait pas quoi faire. Il le prend, il se dit putain, il y a 11 mecs dans l'équipe, 11 vétérans. Je suis pas sûr que je vais pouvoir faire le cut. Il a même demandé à une école, c'était un lycée où il devait être prof, s'il pouvait être augmenté de $500 sur sa paye. Le lycée a dit non. Il a fait bon, je vais quand même faire un workout avec les Celtics. Red Auerbach, il a du talent, le gars. Il a du talent. Alors c'est monté comme ça, petit à petit. Mais il a failli être prof en fait, un des 60 meilleurs joueurs de l'histoire. Il aurait dû être peut-être juste prof d'anglais, tu vois, dans une petite bourgade. Au lieu de ça, c'est devenu Monsieur Sam Jones, the shooter. Dès que vous shootez avec la planche, sachez que vous rendez hommage à Sammy Sam. J'ai d'autres anecdotes sur Sam Jones, mais je me les garde pour quand je le sortirai. Pour de août. Mon chapeau. Pour le mois d'août. Mais non. On passe en place 59 ? Allez, place 59. Qu'est-ce que j'ai mis là, moi ? Moi, je suis sur les ailes, là. Moi aussi. Enfin, voilà, les extérieurs, quoi.
putain! Ah lol, Mais yes c'est sir. sérieux Ah là, c'est rarissime. On vient de le faire pour Tony. Vinsanity, c'est bon ça. Et Tony était quoi tous les deux Tony, c'était là, il y a deux ou trois places, 61, je crois. On l'a mis. Non, on l'a pas mis à la même place. Si, on a mis à la même Je place. sais plus, Tony. ouais, peut-être un Non, truc on comme l'a ça. pas mis à la même place. Ou dans le même. On l'a mis dans la même vidéo. C'est T'as ça. raison. Vince Carter, ah je suis bien content. J'espère qu'il n'y en aura pas trop des comme ça. Bon, de toute façon, plus on va monter dans le classement, plus il y aura la probabilité que ça se réalise. Mais au moins on est d'accord, c'est bien. Vince fait partie des 60 meilleurs joueurs de l'histoire. J'aurais tellement aimé pouvoir le mettre plus haut. Il m'aurait fallu une petite bague. Disons les choses, ouais. Ou un petit Un MVP, petit de quelque chose. je sais pas quoi. Disons les choses, et même des All-NBA Teams. Hein. Franchement, parce que quand tu regardes Vince, 22 saisons. Il en a deux des All-NBA Team. 22 saisons. Record. 4 décennies. 8 fois All-Star. 8 fois All-Star. Champion olympique. Champion olympique avec, tout à fait. Mine de rien. Voilà, le papa de Fred Weiss, quand même. Oui, non, mais c'est le papa de tous les dunkers quasiment. Tout à fait. Notre ami Vince Carter. Là, c'est oui, après dans le domaine du dunk, mais je veux dire dans le cadre des Jeux Olympiques. Ah oui, non, bah ça oui. Il a ça. Rookie de l'année Tout à fait. avec Toronto. Et en fait, c'est tellement chelou de le positionner dans un top 100 Vince parce que tu en parlais là, le côté dunker, enfin je veux dire, le geste le plus spectaculaire du sport, c'est le meilleur à ça de tous les temps. Putain, C'est-à-dire que son dossier, c'est chaud. dans la colonne des pour le faire monter, des points forts, il y a des belles choses. Bah ouais, Il y a le côté dunk, il y a le côté spectacle. longévité. Il y a le côté longévité et sans cesse se réinventer. Et alors ça, Incroyable. Vince c'est vraiment le modèle. Mentalité, Ouais. modèle, c'est incroyable. Enfin, mentalité, modèle, attends. Bah, sur sa fin de carrière. Oui, c'est voilà, incroyable ce qu'il pardon. a réussi à faire. Oui, sur la fin de carrière. Non, je disais sur l'ensemble de sa carrière. Quand il a été Mentalité. Non, quand il a été star, justement, ça va rentrer dans la colonne des contres. Mais en fait, mentalité, moi, quand il a été star, je mettrais plus genre, c'était pas le mental d'un franchise player. Il a une mentalité trop bien pour sa carrière en général et sa fin de carrière parce qu'il a su s'adapter et se remettre en question. Bien sûr. Par contre, quand il aurait dû être le gars qui tire tout vers le haut, il a jamais vraiment assumé ça. Il y a eu... Ça, c'est vraiment dans les contres, hein, clairement. Moi, c'est ce qui m'a le plus travaillé. Bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, quand on revoit la carrière de Vince Carter, c'est impossible de ne pas mentionner ses playoffs de 2001 avec le duel face aux Sixers, du 50 dans la tête d'Iverson, Iverson qui répond, Vince qui répond. Tu sens que Toronto peut faire quelque chose. Et lui colle à la peau cette histoire de remise de diplôme à North Carolina où il arrive un peu à la bourrasse pour le Game 7 alors que ça devrait poser aucun problème. Et ça va le suivre pendant longtemps cette affaire. Le divorce va être dégueulasse avec les Raptors. Ah, ça c'est chum. C'est vrai. Beaucoup de franchises derrière, donc il va un peu vagabonder aussi. On l'a vu à Orlando, à Phoenix. Il y a la période Nets. Tout à fait, bien sûr. La bien sûr. période Nets, ouais. Vince Carter a été très fort. Il a fait péter des lignes de stats vraiment très lourdes. Bien sûr. Et tout machin et tout. Mais il a jamais réussi à porter l'équipe quand elle en avait vraiment besoin. Ah ouais. Jamais. C'est un des joueurs les plus spectaculaires de l'histoire, mais excellent numéro 2. Ça aurait été un excellent numéro 2. Au mieux. Au mieux. Ben, je veux dire par là... ce que je veux dire par là, c'est qu'il aurait dû être capable d'être un numéro 1. Ah ouais, c'est ça que je veux dire. Il en avait le talent, il avait tout, les qualités athlétiques, l'hygiène de vie. Enfin, il avait beaucoup de choses pour lui, tu vois. Bien sûr, le smile et tout. Même quand tu vois la suite de la Il a carrière. mis les Raptors sur la carte. Bien sûr. J'adore Chris Bosh, Kawhi Leonard, DeMar DeRozan. Kyle Lowry, tout ce que vous voulez. Genre, les Raptors, ok, le divorce a été compliqué, Non, mais... d'accord. Et même le basket, enfin je veux dire quand tu vois, tout à fait. Genre il a mis les Raptors sur la carte. Quand tu demandes Vince Carter, il n'y a pas de basket. Bien sûr, enfin il y en a très peu. Non, et quand tu vois la génération Tristan Thompson, Andrew Wiggins, Kelly Olynyk, tous ces gars là, tous ces gars les Canadiens qui débarquent, Corey Joseph et tout, tu leur dis Vince Carter, mais c'est Dieu. Bien sûr, c'est Dieu pour eux. Donc ça c'est absolument incontestable. On peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever le fait que à 43 piges, il est toujours sur les parquets et mine de rien, ça va quoi, Vinsouille. Franchement, il met encore des shoots. Il a joué dans 4 décennies. Hein. Non mais en plus, il est pas ridicule du tout. On a vu des fins de carrière où les mecs ressemblent vraiment plus à rien. Ils n'arrivent plus à bouger. Non, mais lui... Vince Carter. Non mais t'as encore des dunks. Athlétiquement parlant, il est encore grave là. Il est encore capable de faire certains efforts nécessaires pour être dans une rotation d'équipe NBA quoi. À 43 ans. Donc ça c'est quand même vraiment fort.
Ensuite, mine de rien, il a passé assez allègrement le cap des 25 000 points. Donc là, on est quand même. Je parlais de Bob McAdoo juste avant, où j'étais un peu déçu des 18 000. 25 000 points, tu commences à être dans un club déjà. Il y a moins de monde. C'est ça. Aujourd'hui, tu es dans le top 20 des scoreurs les plus prolifiques de l'histoire. Non, Vince, pour le coup, tu es au coude à coude avec certains des meilleurs scoreurs de tous les temps. Et quand à 3 points. À 3 il y points, en a une paire aussi, l'autre. Et c'est ça, c'est une des plus belles images qu'on retient un peu de Vince. C'est au début de sa carrière, en distribution de rêves, c'est quasiment impossible d'aller le toucher. Je veux dire, après, il y a toujours des discussions avec les Iverson et Kobe de l'époque, du Shaq et d'autres gars, etc. T-Mac. Mais Vince, le dunk contest de l'an 2000, les dunks qu'on voit en plein match, cette espèce de fou furieux. Enfin, si Vince Carter avait fait sa carrière là à l'époque des réseaux sociaux avec le bordel qu'il faisait. Non mais j'adore Zion Williamson. Mais stop. S'il y avait même rien que ces dunks loupés. Mais en fait. Les posters. Et les posters en tous les sens. C'est posters pour la gagne. Le alley-oop contre les Clippers là. C'est ton alley-oop numéro 1 all-time toi je crois. Non. C'est un truc ça, si Twitter avait vraiment existé ou Insta ou ce que tu veux. Non mais le dunk contest 2000. Mais je pense que ça aurait été la vidéo qui aurait le plus tourné de l'année. Bien sûr. Ça serait une dinguerie. Juste un truc de fou. Bien sûr. Test 2000, oublie. Vince, pendant à peu près de son arrivée en NBA jusqu'à, en effet, comme tu le dis, les Nets, vraiment. Sur Morning. Sur Mutombo. Non. Le River il a sali tout le monde. Il a dunké sur tout le monde. C'est le mec, c'est un mec qui... Les 360 et les windmills, c'est des dunks qu'il les faisait dans le trafic. C'est ça. Full rotation, les plus beaux moulins à vent de tous les temps. Donc voilà, c'est un mec, son top 100, tu te fais pas chier. Le top 100 des dunks du mec, ça passe bien. Bien sûr. Bref. Ça c'est évident, l'impact est... Bien sûr. Ces 10 premières saisons sont dans la vente de rêve, les 10 suivantes sont dans cette adaptation, c'est-à-dire, je pense que là on s'en rend pas compte parce qu'il est encore en NBA, mais quand il va prendre sa retraite, il y a plein de gens qui vont dire... Tu sais pas te réinventer ? Regarde Vince Carter. Il y a plein de gens qui vont se dire attends, le mec, c'est devenu, comme tu as dit, un des shooters à 3 points les plus prolifiques de l'histoire, un défenseur solide. Enfin, je veux dire, à la base, c'était le show, des finitions dans le trafic, un petit peu cette arrogance qu'il avait. Et là, maintenant, c'est devenu. C'est contre vous, c'est contre les Spurs, le buzzer beater. Dallas. Mais de toute façon, où qu'il soit passé. Enfin, bien sûr. Phoenix, c'était bien. Dallas, Phoenix, c'était pas mal. Il a fait 2-3 piges à Sacramento, ça représentait ce que ça représentait, mais Memphis, je pense qu'ils s'en souviennent encore. Ou à 38 piges, il est en défense tout terrain sur Kawhi Leonard en playoff. Non, mais carrément, franchement. Et moi j'aime bien à la limite à la fin qu'il ait décidé de transmettre un peu. Il y en a qui ont trouvé ça un peu bizarre qu'il passe de Memphis à Sacramento à Atlanta et tout. Moi je te dis honnêtement, à Atlanta, je suis tellement content qu'il soit passé. Parce que les gamins là qui récupèrent cette expérience là. Ah non, mais je suis d'accord. Wow. Qu'on me dise pas que genre, ce sera le premier à le dire, Trae Young notamment, et d'autres gars. D'avoir un mec comme ça dans ton vestiaire qui te fait genre gros, tu veux savoir comment gérer la pression médiatique ? Il y a Vince Carter à côté de toi. Ouais. Non, je suis d'accord. Puis en plus, après, je le connais pas, mais il dégage un truc de bon gars. Oui. On est d'accord là-dessus. Oui. Il dégage un bon truc, Vince Carter. Donc voilà. On est d'accord qu'on peut pas le mettre plus haut parce que... non, déjà le mettre jusque là, franchement, moi j'ai tiré la corde, je dois être honnête. J'ai tiré la corde pour le mettre. Moi je l'ai redescendu au fur et à mesure. Au début, il était assez haut, et après, j'ai fait genre, tu abuses. Je l'ai mis plus haut et je l'ai tiré vers le bas, moi. Enfin, je veux dire, je l'avais mis dans des places plus basses. Enfin, merde. Ouais, d'accord. T'es plus dans les 70, d'accord, et il est remonté. Et je l'ai tiré vers le bas. Moi, il était... c'est Vince Carter. Moi, il était 50, et j'ai fait genre, Jimmy Miller, Vince Carter. Après, j'ai fait genre, recule. Elle est chaude, là, elle commence à être tendue. Bien sûr. Et donc, voilà, il est bien là. Il est là, quoi. Il est là avec son 1m98 et son 1m98 de détente. Ouais. Il est là, quoi. Putain, sacré Vince. Ça va faire bizarre de le voir partir. Je pense que c'est un des noms de ces 25 dernières années qui sont les plus connus dans toute la belle basket. Voilà, quoi. c'est le genre de gars, genre si par exemple au milieu des années 2000 avec les Nets, il fait claquer une bague. Tu vois ? Ah bah il y a des Drexler, des Wilkins qui passent à la trappe. On est d'accord. Mais c'est aussi tout ça Vince Carter. C'est cette espèce de poisse aussi en carrière. C'est les blessures quand il faut pas. Pas comment dire, un peu mollasse quand il s'agit de gagner là. Moi je... Ah oui, non, je ne rassemble pas l'équipe pour être le leader et dire ce qu'il faut. On a plus vu soupirer Vince Carter que hurler. Ou hormis après un poster. Je l'adore, il m'a jamais donné cette espèce d'impression de genre... Totalement. Défoncé. Totalement. Et ça s'est confirmé d'ailleurs dans les All-NBA Team. Il n'y en a que 2 en carrière. Ouais. Alors certes, il y avait de la concu, il y avait du Paul Pierce, du T-Mac, etc. Tu avais du Kobe, il y avait du monde. Mais quand même... Kobe, hein. Tout à fait. Non, mais l'autre, il a fait la carrière calquée sur Kobe, entre guillemets. Quoi. Tout à fait. Mais tu as quand même... Ça prend de la place, tout à fait. Mais tu as quand même...
tu n'as pas fait de saison. Enfin, si tu me demandes là, par exemple, c'est quoi la saison référence de Vince? Moi, je te dis, c'est limite, c'est 2001, mais. Tu vois, il n'y en a pas une qui sort du lot où tu te dis, genre, oh, tu vois, quand on a parlé de T-Mac, on était là, genre. Les saisons, les grosses chez New Jersey, il y en a des grosses aussi avec Kid Alamen, là. Il se régalait bien avec Kid Alamen. Ouais. C'est là qu'il a commencé à shooter, hein. Vraiment, je veux dire. Oh, il y avait 2-3 pépites quand même à Toronto. Non, je te dis pas que, mais il a vraiment, quand je dis il a commencé à shooter, je veux dire dans le sens, comme il avait un meneur de ouf et qu'il se retrouvait à recevoir du caviar dans tous les sens, c'est là qu'il a commencé à vraiment prendre plus de tirs mi-distance, 3 points et tout. Je dis pas qu'il avait pas le shoot avant. Hein. Voilà, comme on l'a dit, une seule fois la NBA Second Team. Vince Carter, place 59. On est d'accord. On passe en 58 ? Allez, hein. Où est-ce qu'il est, les façons ? Bon, pour ceux qui suivent, écoutent et ne sont pas au volant, vous aurez compris qui est en place 58 chez moi. Tiny Archibald, Bob McAdoo. Tu l'as mis dans la vidéo d'avant ? 2 vidéos avant ? Je sais plus. Tiny Archibald, tu l'as mis il y a pas longtemps. Tiny Archibald, je l'ai mis derrière Tony. Moi, je le mets juste devant. Pourquoi ? Et je le mets juste devant Vince Carter et je le mets juste devant Bob McAdoo. Plusieurs raisons. Déjà, bon. Après, c'est toujours difficile de comparer ce genre de joueur, encore qu'on peut le comparer à Tony. Potentiellement en termes de poste, de spin move en pleine course, de flotteur et tout. Hein ? Ensuite, c'est vrai qu'on résume beaucoup Tiny Archibald à cette saison absolument incroyable en 73. C'est laquelle ? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est 72-73 ? Je crois, ouais. 34 points par match et 11,5 passes décisives, meilleur scoreur et meilleur passeur la même saison, chose qui n'a jamais été fait avant lui et qui n'a jamais été fait après lui. Cette année-là, il est 3e du MVP, on n'en parle pas souvent, il est 3e du MVP. D'accord. C'est pas mal, il est sur le podium du MVP, joueur très sérieux. Ensuite, toi, t'avais dit que ça gagnait pas beaucoup quand il était le boss. Putain, ça gagne peu de matchs. Hein. Ouais, ça gagne pas tant que ça. Vache. Non, mais c'est d'accord, je suis d'accord, tu vois. Mais on a. Excellent joueur de saison régulière. Putain. Eh ben, pas que. Lors du titre des Celtics de 81, donc la bague de Tiny Archibald, excuse-moi, il est titulaire à la main, il joue 35 minutes en régulière et en playoff. C'est le titulaire à la main des Celtics champions en 81. Très bien. Alors je sais que cette année-là, c'est comment il s'appelle, Cédric Maxwell, on a fait la blague tout à l'heure, qui est MVP des finales. Je pense que Tiny Archibald n'a pas moins de mérite que Cédric Maxwell dans cette campagne. Voilà, je le dis clairement. Non, je le dis clairement. Non. Il a fait le taf, tu vois. Oui, voilà, ensuite, il a fait le taf, mais bon, c'était pas non plus. D'accord. Ensuite, sur la photo complète. Que il a fait une grosse blessure du tendon d'Achille, qui lui a niqué en fin de prime, j'ai envie de dire. Et qu'il est revenu, quand il est arrivé, ce sont les Celtics qui ont misé sur lui après cette blessure. Fin des années 70, tout début 80. Quand il arrive aux Celtics, surpoids, complètement dépressif, pas du tout bien dans le délire et tout, beaucoup de mal à retrouver mobilité, vitesse pour un joueur comme ça, le tendon d'Achille c'est toujours relou, mais quand tu fais des spin moves et que tes appuis c'est des trucs de ouf, tu vois, c'est encore plus compliqué, je pense. Il est revenu de ça. Il a même été All-Star après ça, tu vois. Donc moi je trouve que c'est vrai que c'est court, le prime est court, il y a quand même un truc entre le truc complètement fou d'être meilleur scoreur et meilleur passeur. Évidemment, il est Hall of Famer, évidemment, il fait partie des 50 greatest, enfin voilà, il fait partie de la caste de quand même des grands joueurs, évidemment. Mais je l'ai mis un petit peu devant ces gens-là, tu vois, après c'est le même range, hein. Attention, je l'ai pas mis non plus. Non, c'est juste que quand je le comparais à Tony, j'arrivais pas à le mettre plus haut que Tony. Pas de problème pour moi. Je l'ai mis. Sauf qu'on en fait une caisse de sa saison. Franchement, là, j'ai combien de places d'écart du coup entre lui et Tony ? J'ai 3 places d'écart. Bon. Non, c'est juste savoir où ils sont rangés, parce que c'est à chaque fois on dit où est-ce qu'il... je le mets un peu devant, parce que je trouve qu'on sous-estime énormément Tiny Archibald, et qu'il a pas du tout, dans le courant, toute la globalité de son prime, il a pas du tout bénéficié de contexte favorable. Il y a eu cette grosse blessure, il y a eu... Bah oui, mais c'est le jeu. Oui, voilà, c'est le jeu. Donc, je le balance comme je peux et j'en fais mon classement, tu vois. On fait tout ça. Hein. Je trouve que le fait de pouvoir revenir du tendon d'Achille tout en étant toujours performant et de réussir à être titulaire dans une équipe qui va au bout après un truc comme ça, alors que tu as un peu foiré ton prime avant,
en termes de résultats collectifs, je trouve qu'au final, ça fait quand même une belle carrière. Alors après, je sais que les gens vont me dire, ouais, mais non, mais en même temps, de toute façon, à un moment donné, il faut bien classer les mecs. Moi, c'est cette histoire d'équipe qui, enfin, je dirais, avant de Boston, c'est un tel désastre en termes d'équipe positive, quoi. Oh la vache, quand il est le patron, il se passe rien. Il se passe rien du tout, malheureusement. Ouais, il y a des stats dans le vide. 35-40 matchs, quoi. Enfin, je veux dire, j'adore Devin Booker, quoi. Il gagne 35-40 matchs. Oh, c'est quand même pas pareil. Non mais tu vois ce que je veux dire. Devin Booker aussi, non mais je veux dire, faire des gros stats dans des équipes qui... C'est ça qui m'empêche un peu avec Tani. Alors par contre, la performance, elle est complètement dingue hein, sur une saison. 34-11, c'est... Il emmène Kansas City en playoff, en faisant du 26-8, en 74-75. C'est pas... Tu vois, et je voudrais bien voir, j'ai pas les noms, mais je sais même pas ce qu'il y a autour de lui à cette époque. Hein. Je veux bien savoir ce qu'il y a. Hein. Tu vois, il les emmène quand même. C'est le malheureux. Donc, non, bien sûr. En tout cas, il est bien dans ce range-là, ouais. Meilleur scoreur, meilleur passeur la même saison. Il a été 6 fois All-Star, il est au Famer, il fait partie des 50 Greatest. Non, c'est ça. Il est sur... Ah, mais de toute façon, moi, il est dans ce range. Hein, je t'ai dit, je l'ai mis 3 places. On a quelques places différentes. Il a plus de All-NBA Team que Vince Carter, par exemple. Tu vois, genre, il en a quand même 5. Toi qui aimes bien les All-NBA Team. Tout à fait. Là, il est là, quoi. Il est là. Je trouve qu'on le dénigre trop, moi. Donc je l'ai mis là, je l'ai mis à une jolie place, je trouve, pour lui. Eh bien, j'ai dit monsieur Bob McAdoo. Bob McAdoo. Voilà, pour le coup, on est clairement dans le même range. Ouais, voilà, toi tu l'as dit, les seules choses que je peux ajouter, non, t'as tout dit, hein, 14 saisons, 5 fois All-Star, cette équipe NBA. Il y a un truc qu'on oublie avec Bob McAdoo, c'est que dans le crew des joueurs qui sont champions NBA et champions d'Euroleague, ça se passe comment ? Meilleur marqueur du Final Four avec l'Olympia Milano, en fait, à la fin des années 80, il va faire merci la NBA, jouer en Italie. Oui, voilà. Et je pense qu'il y aura 2-3 games, mais c'est vraiment un petit groupe. Attends, Euroleague, bah il y a Manu. Oui, alors par contre, c'est aussi genre meilleur marqueur du Final Four. Ah voilà. Ouais, Bob McAdoo. Il a été MVP du Final Four, il me semble. Hein. Ouais, à vérifier. Il me semble. Non, y a moyen. Mais il rigolait pas trop. Tout à fait, non, mais t'imagines bien. Bob McAdoo, pour le coup, on oublie souvent en fait cette fin de carrière où il passe par l'Italie, où avec Milan, il va gagner du titre, il va être fort, il va être dominant, et en fait, de pouvoir être aussi bon aux US que à l'international, ça on l'avait dit depuis le début dans ce top 100, c'est important de ne pas juste parler uniquement de la NBA, c'est important de mentionner aussi ce qui se passe quand tu es sur d'autres parquets. Dans le jeu pur, monsieur Bob McAdoo, c'est aujourd'hui, ce serait une dinguerie. C'est-à-dire que quand tu fais 6'9 à peu près en termes de taille et que tu es un vrai stretch 4-5, c'est-à-dire que Bob McAdoo a été le pionnier vraiment de l'intérieur qui est capable d'espacer le terrain et qui shootait. C'était une galère. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il est à 34 points de moyenne avec 15 rebonds et que c'est le dernier joueur, si je m'avais dit, c'est le dernier joueur dans l'histoire de la NBA à avoir proposé une saison en 30-15. Depuis, il n'y en a pas. Bob McAdoo, c'est le dernier. Tandis qu'il y a des mecs qui se sont fait du 29-14, mais 30-15, par contre, le dernier, c'est Bob McAdoo, si je dis pas de conneries. Et le Shaq, il doit pas en être loin. Oui, c'est ça, c'est du 29-13 ou un truc comme ça. Mais je pense pas qu'il ait fait ça, le Shaq. Non. Même en 2000, tu vois, je pense pas qu'il ait 15 rebonds. Ouais, même le bon gros David Robinson, c'est pas. David Robinson n'a jamais fait ça, lui. Pas 30-15, 30-15, c'est chaud. C'est chaud, 30-15, c'est chaud. Et... Pas trop qui pourrait... Si, Yanis pourrait faire ça. Oui, c'est ça. Et en fait, si loin, tout à fait. Bien sûr, il doit s'en rapprocher. Et donc, on parle quand même d'un sacré groupe. Voilà, c'est ça. C'est pas un gros club. Nom de Dieu. Mais donc, voilà, si vous pouvez regarder les images de Bob McAdoo, allez-y, parce que vraiment, cette espèce de papate qui permet d'écarter le terrain. Quand on regarde l'évolution de la NBA aujourd'hui, tu fous Bob McAdoo ici, tu fais genre. Oh là là. Temps mort. Attention. Et quitte à faire le CV complet, en fait, il a pas que 2 bagues. Il en a 5. Il en a 3 en tant qu'assistant du 8. Ouais, tout à fait. Et donc, il s'est fait plusieurs bagues. Il s'est fait la 2006. Quand il y avait Wade, les chaque, à chaque fois il est sur le banc. Et à chaque fois il est là pour chaque bague. Donc assistant de Pat Riley puis de Spoelstra. C'est ça. Donc en fait quand j'en ai Bob McAdoo, je regardais la carrière NBA, je me disais en effet il y a beaucoup d'équipes et puis il gagne ses bagues en sortie de banc chez les Lakers, c'est pas tip top. Et puis après tu dézoomes un peu, tu fais attends. Il est passé par l'Italie, il a quand même dominé l'Euroleague, il est champion d'Euroleague. C'est sa blessure vers la fin des années 70 là qui l'oblige, qui le pousse un peu, qui le à sortir des titulaires. Du coup il se tape Boston, Détroit comme je disais. Tout à fait. Mais tu parlais de reconversion. Putain le mec derrière. Bonjour, je suis un MVP. Salut Allen Iverson. J'accepte de sortir du banc pour contribuer à avoir un titre. Bien, t'en gagnes 2. Et derrière, tu vas en Euroleague, tu domines, et derrière t'es assistant, tu gagnes des titres. Bon, il y a un moment aussi, il faut dire les choses, quoi. Si t'es bon au basket et que t'es bon et que tu t'y connais bien, tu t'appelles Bob McAdoo et t'es top 60 all time. Ouais. Tout simplement. Ouais. Nous sommes d'accord. On montre le gros tableau ? Allez.
Et le tableau d'Alex avec donc les places 60, 59 et 58. Il y a du Bob McAdoo, il y a du Tiny Archibald et il y a du Vince Carter. Vince Carter au milieu. Exactement. Et ça, c'est le tableau de Bibi. On a du Sam Jones, on a du Vince Carter et du Bob McAdoo. Dites-nous qui vous avez mis à ces places, ceux qui ont fait le top 100, ceux qui n'ont toujours pas démarré. Il est l'heure de s'y mettre, hein, gentiment, parce qu'on arrive à la mi-chemin. On va pouvoir partir sur le gros format. Je t'écoute. Nous allons partir sur le gros format. Le focus, le débat. Il y a une semaine, on vous a dit que nous allions nous occuper des mentions honorables. Alors c'est quoi ? C'est simple. On a fait un top 100, mais qui sont les joueurs en place 101, 102, 103, 104 et 105 ? C'est une question qui a été souvent posée et nous allons y répondre aujourd'hui. Pas besoin de tablette, hein, on le fait comme ça tranquillou. Alex, on a pris 5 joueurs. T'en as pris 5 ? Ouais. Qui a été ton 105 ? Je pense que si j'avais dû continuer le classement, après c'est vraiment un exercice qu'il faudrait faire en entier. Ouais. Genre faudrait faire son top 150, tu vois, pour vraiment, C'est pour vraiment être bien sûr, bien sûr. de ce que tu mets. Mais je pense qu'en 105, j'aurais pu mettre un petit Sheed. Un petit Rashid Wallace, pardon. Pour ceux qui connaissent pas le surnom de ce monsieur. Ce monsieur est un monsieur très sympa, un monsieur très gentil. Un monsieur qui est discret, qui parle pas trop. À la base, c'était ma wildcard ensemble. Ouais. Ah bah à propos de wildcard, moi j'avais hésité entre Penny Hardaway et Gilbert Arenas. Ok. Moi j'ai hésité entre Giannis Antetokounmpo et Rashid Wallace. Non mais le Sheed, honnêtement, Trop de talent. et c'est ça. Et qu'il en a beaucoup sacrifié pour le collectif, mine de rien, lui, de la stat individuelle. Il a fait beaucoup de merde aussi. Comment ? Il a fait beaucoup de merde aussi. Il a fait beaucoup de merde, il a beaucoup trop ouvert sa bouche par moment. En même temps, c'est un joueur qui était capable de défendre, mais genre très bien. Sheed pouvait tout faire. Tu parles d'intérieur qui shoot, bah je pense que le Sheed, attention. Hein, pour le coup, en plus c'est la fin des années 90, le début des années 2000. Non. C'est pas trop la mode des intérieurs qui shoot. Sheed en fait partie. Y a la période Jay Blazers, qui est rigolote parce qu'ils font n'importe quoi, mais mine de rien, c'est pas une équipe si simple que ça à battre. Ah, on est à un alley-oop de Kobe d'aller en finale NBA. De Kobe pour chaque, ouais, tout à fait. C'est une arrivée à Détroit, une trade deadline. Bah, je pense qu'ils ont On va chercher regretté. le titre. Hein. Je pense qu'ils ont pas regretté. Ouais. Hein, on est d'accord ? Le Sheed était vraiment. Je pense que j'aurais pu le mettre par là. Jamais vraiment franchise player, toujours un excellent soldat qui a fait le taf et qui était un nightmare à devoir jouer parce que qu'est-ce que ne savait pas faire le Sheed ? Il contrait, il défendait bien, il cherchait ses coéquipiers, il shootait à 3 points, il pouvait jouer au poste, il était athlétique, il finissait les alley-oops, il courait en contre-attaque. Sheed pouvait tout faire. C'est un de mes, je crois d'ailleurs qu'on a un top 100 comme ça, c'est un de mes plus gros regrets moi, le Sheed. C'est qu'il ait toujours été très chill, peace, on s'en bat les couilles, je prends ma... Ouais, je pense pas qu'il ait eu l'hygiène de vie la plus carrée de la terre non plus. Tu vois, si Rashid Wallace avait laissait transparaître clairement. Si voilà. Rashid Wallace avait une hygiène, tu vois. J'adore, hein, mais il parlerait grave avec les gars de sa génération qui sont Kobe. Si Rashid Wallace Dirk. était un bosseur comme Kevin Garnett, il parlerait avec Kevin Garnett en fait. Voilà. Tout à fait. Et au lieu de ça, il y a KG, Dirk, Duncan, et c'est normal au vu Weber. de la carrière. Tout à fait. Et Sheed un peu loin. Je suis d'accord. Moi, il était 101ème. Ouais, carrément. Ouais, Rashid. non, mais c'est pour ça que je me permets de le mettre puisque tu le mentionnes là. Rashid Wallace, on est d'accord. En place 104. En place 104, j'aurais pu mettre potentiellement Mark Jackson. Oui. Moi, il est 110, tu vois. Parce que, mine de rien, il y a un petit club dont on va parler là de plus en plus, je pense, au fur et à mesure qu'on va arriver dans les places, qu'il va y avoir quelques joueurs qui en font partie et qui vont certainement arriver dans nos classements. C'est le club des mecs qui ont claqué 10 000 passes d'Est dans leur carrière. Tout à fait. C'est un club à 5. Hein. Ah. Et bon, ouais, peut-être des Chris Paul qui peuvent arriver dedans. Qui c'est qui peut arriver dedans? Brown. Oh non, arrête. Stop. Stop, si Promo va faire 10 000 passes, c'est un autre sujet. Mais n'empêche que voilà, le club a 10 000 passes, Mark Jackson. Waouh. Il a été impactant chez les Knicks et chez les Pacers, je suis d'accord. Et moi, il est plutôt en 110. Gros meneur, gros passeur, coach respectable. J'ai dit respectable. Qui, pour certains, est à l'origine de la dynastie des Warriors. Pour d'autres, il n'en est pas à l'origine, c'est Steve Kerr et tout, machin. Mais en tout cas, il était là. Il a travaillé dans ce sens avec Stephen Curry, notamment. Mais clairement... En fait, quand tu regardes le style de joueur, c'est clair que c'était pas flashy,
Puis c'était pas un gros scoreur et tout, mais ça défend dur. Et puis ça rate jamais un mec ouvert. Oui. Non, bien sûr. Et au final, t'as 10 000 passes, qui est Ouais, quand c'est même ça, énorme. bien Je sûr. pense que j'aurais pu. Il me manquait des J'aurais trucs pu le un mettre peu. par là. Il me manquait des trucs un peu individuels, sérieux, quoi. Ouais, mais là, au-dessus de Genre- 100, ça commence à être moins. Ah oui, ça se tasse, hein, bien ça sûr. commence à se tasser quand même. Hein. Et il n'y a pas le genre de vraiment genre le multiple star, genre yes sir, t'es sûr que Mark Jackson il a tous les ans, ça manquait un peu. Moi je mettais Monsieur David Thompson. Alors là, lui il a toqué très très fort Je le l'ai en top 100. 103, moi. D'accord. Bah, il a toqué très très fort à la porte David Thompson. Hein. Scoreur incroyable, dunker révolutionnaire dans les années 70 notamment. Inspiration de Michael Jordan. Michael Jordan, il arrive, il fait bonjour, je vais aller au Hall of Fame. Le mec qui va m'aider en fait, c'est David Thompson. LOL, non mais temps mort quoi. Enfin Ouais. vraiment David Thompson. C'est Michael Jordan, genre, qui a demandé à David Thompson est-ce que Oui, tu bien veux sûr. pas- tu veux pas être avec moi sur scène pour mon C'est intronisation magique. au Hall of Fame? Parce que notamment MJ, comme tant d'autres gamins, ont allumé la Mais téloche bien sûr. et ont vu David Thompson faire des dingueries. Et t'étais là genre what? Je veux faire la même. Scoreur incroyable. Fin des années 70, début 80, David Thompson, Qui est- attention. Buckets. Il y avait vraiment des légendes en plus, au-delà du scoring qu'on a vu, parce qu'il y a des matchs. Il a un match à plus de 70 Je dis points. la merde, c'est pas mon 103 là, c'est mon 101. Ok. Il a un match à Autant plus de pour 60, il a un match à plus de 70 points, je crois, David Thompson. Oui. 70 ou 71. 71, un truc Je comme ça. crois, de ouais. mémoire. Bon, quand t'as un match 71 points, c'est bien. Le fameux duel avec George Gervin pour essayer d'être le meilleur marqueur de la NBA le dernier soir de saison régulière, etc. Et cette Lui, espèce qui de a- dunker. Il a fait des petits trios avec Alex English et. Attention et les contre-attaques. Seul, lol, ça scorait aussi. Ouais. là-bas. Il a évident. manqué, voilà, il a manqué, comme pour beaucoup, il a manqué Pour ceux qui quelque regrettent- chose, quoi. Pour Non, ceux mais qui pour. regrettent la défense des années 90-2000, regardez pas le Denver de la fin Non, mais 70, c'est début sûr. 80, parce Ah, ouais, que c'est clair. vous allez faire des malaises. Hein. Syncope. Mais il lui manquait trop de choses. Il lui manquait un peu de domination individuelle, il lui manquait des vrais résultats. Un peu de longévité La longévité aussi, voilà. dans les performances, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Par contre, il a vraiment un espèce de Mais le profil. talent est fou. Bien sûr, et il y a un profil, là on vient d'en parler, là, de Vince Carter, c'est-à-dire du révolutionnaire du dunk, qui a impacté toute une génération. Vraiment. David Thompson, on s'en rend pas compte, mais chez les oldies, c'est un mec respecté. Place 103, c'est lui, donc il est Non, Non. c'est en 101 que je l'ai en fait. D'accord. C'est vraiment au bord du top 100, moi, David Thompson. En place 103, j'ai Bill Laimbeer. En place 103, j'ai Bill Sharman. Tu vois, on a un Bill au moins. Un Bilou. C'est la place des Biloutes. Ouais, la MBR. C'est Ouais, pas ça, le c'est le même coup genre de de cœur. mec. Pas Bill Laimbeer. Mine de rien. Mine de rien. C'est pas juste une wildcard, le gars, en fait. Non, je dis pas ça, mais c'est aussi le coup de cœur. Oui, mais n'empêche que. En fait, il est évident que intrinsèquement parlant, en termes d'athlète et tout, technicien, c'était quand même pas dégueu, Bill Laimbeer, mais en termes d'athlète et tout, bon. Ouais. Il n'est pas 103ème en termes d'athlète. Non. Par contre, en termes de leadership, en termes de tu peux construire une défense d'une équipe qui gagne autour de moi, en termes de mine de rien, il a quand même pas mal de petites saisons en double-double et tout. Oui, All-Star. All-Star, voir ces finales NBA de 90, c'est quand même du lourd, du très très lourd, Ouais. ces finales NBA de 90. Il y a Thomas, le MVP des finales, hein, bien sûr, mais le deuxième meilleur joueur de ces finales, c'est probablement Bill Laimbeer, côté Pistons en tout cas. Ah putain, il est sale. Hein. Il Ouais, en bien fait sûr, du sale. Hein. c'est un débat, mais oui, je t'en prie. Enfin, tu mets qui, Dumars sinon? Il y a du Dumas, il y a du Macro-Web Johnson qui termine la série. Ouais. Ah, Non, mais la MBR par contre sur Ah, la il série, les bien écœure. sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets une équipe comme Portland qui était peut-être un petit peu trop gentille, Un peu jeune aussi. un petit peu jeune et Duckworth, tout. s'y attendait Ils pas. peuvent pas jouer ces mecs comme ça. Ils peuvent pas en fait. Et du coup, je trouve qu'on sous-estime beaucoup, tu vois, Bill Laimbeer, bon bah il est pas Hall of Fame, je comprends bien pourquoi, mais quelque part dans l'absolu, il pourrait y être. Il mériterait d'y être, il fait partie de l'histoire de la NBA en fait. Oui. Il est le pilier défensif de l'une des plus grandes équipes de l'histoire. C'est ça, moi j'ai dû le foot genre 110, 112, un truc comme ça. Ah, Parce mais moi que je peux comprendre même des mecs qui vont le foot 150e, en fait c'est pas vraiment grave. C'est juste que moi je Et trouve certains que- mettent dans le top 100. Hein. Exactement, et je les comprends et j'ai pas de problème avec ça. Parce que c'est l'identité aussi. Je veux dire, Bill Laimbeer, c'est un nom qui est plus connu que des mecs qui ont fait des carrières 3 fois meilleures que la sienne, mais parce que c'est aussi identitairement un mec qui est tellement important dans l'histoire. Identitairement il est hyper important, et identitairement ça a gagné. Il aime bien, il a soulevé le trophée de champion deux fois, mine de rien. Voilà. Tu vois, c'est un mec qui s'est opposé au Robert Parrish, à Michael Jordan, à Bird. Enfin Bien sûr. voilà quoi, il a instauré un espèce de truc dans lequel soit tu perds, soit tu acceptes de rentrer dans le jeu de Bill Laimbeer et t'essayes de le battre à son jeu, soit tu vas perdre le match. Ouais, bien sûr. Tu vas perdre le match. Moi j'ai mis Bill Sharman. Situe-le un peu pour les gens parce que. Sinon c'était un peu. J'ai failli penser que c'était blasphème et tout, mais donc
Bill Sharman, Boston, qui a fait ses années gentilles, qui a empoché du titre à Ouais, c'est pareil, il a genre 7 bagues lui, ou 7 ou 8, ouais. Il y a de la bagouze dans tous les sens, enfin voilà. C'est quand tu regardes un petit peu ce groupe des Celtics, Ouais, vas-y. quand tu regardes ce groupe des Celtics, tu te dis, bon, qui je rentre dans le top 100 et qui j'enlève un peu, tu vois. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois Tommy Heinsohn et tous ces Bon, gars-là. c'est pour ça que je l'aimais pas en Casey fait. Jones. Les Bill Sharman et tout ça, c'est pour ça que je les ai pas rentrés. Non, c'est pour ça. Mais en tout cas, mais par contre, il frôle. Ouais. Ok. Ça va. Ça faisait partie de ces mentions-là. C'est pas mon joueur préféré, mais je me suis dit, oh, quand même, attends. Comparons un petit peu, notamment le palmarès et les trucs qu'il a pu faire avec d'autres copains. Bon, voilà. Sharman, ça fait partie des gars. Place 102. Sidney Moncrief. Danny Sell. Que toi t'as foutu en 80. Ouais, Sidney Moncrief, tu l'as mis aussi. Oui, c'est bon, j'ai foutu mon Moncrief et toi t'as foutu Danny Sell dans les places 90. Oui. Bien sûr. Et en 101, j'ai David Thompson. Sans David Thompson. Et donc moi j'avais mis à la base Rachid, mais en fait, non, le garçon moi, qui a vraiment le plus de E, qui a le plus toqué à la porte, et à la base il est dans le top 100, c'est Marc Gasol. Marc Gasol il était vraiment là, putain. Marc Gasol il a vraiment, quand je regarde le truc, je me dis, ok, bon, tu vois, on vient de parler de Shid, notamment avec cette histoire de trade deadline. Bah, trade deadline, le titre, il a la bagouze en FIBA, je veux même pas en parler. Parce qu'en FIBA, il a vraiment fait ce qu'il fallait comme taf avec l'Espagne. Il a été patron d'une franchise avec Mike Conley, qui est quand même allé faire 2-3 gros résultats quand même en play-off, mine de rien. Il y a du défenseur de l'année, il y a du All-Star. Genre, qu'est-ce qui manque en fait à Marc Gasol? Alors, mais il y a un truc genre de MVP, tu vois, enfin... Des stats. Oh, ça va, putain. C'est pas ouf. Bah, je veux dire, Mais par rapport ça à... se respecte. Enfin, je veux dire, Bill l'aime bien Il est en termes de efficace. stats. Par rapport à Marc Gasol, ça doit pas non plus être une dinguerie en termes de différence. C'est vrai. Non, tout à fait. Ah non, tout à fait. Je Même pense Marc Gasol, offensivement, plus fort. Oh, ouais. Au rebond, je pense quand même que Bilou est supérieur. Oui, voilà, mais il a le Bilou, défenseur c'est de l'année quand en même plus, autre chose, et quoi. Bill Laimbeer aurait dû l'avoir aussi. Il aurait pu. Ouais. Après, Bon. il l'a pas eu, ça me scandalise pas plus que ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Hmm. Et en plus, c'est vraiment parce que c'est un kiff, quoi. La joie de regarder Marc Gasol toute sa carrière, ça a été un vrai pépère. Un vrai poteau. Non, il est plus loin. Il serait plus loin chez moi, je pense. C'est ça. Donc celui qui a le plus stocké, toi, ça a été David Thompson ou Moncrief. Gilbert et Laimbeer, c'est pour le... Non, Gilbert, c'était l'hésitation entre lui et Penny pour la wildcard. Pour la wildcard, d'accord. Moi, c'était Rachid pour la wildcard. Et Marc Gasol a le plus stocké. On a mentionné tout à l'heure en off du Chauncey Billups. Ouais, dans ce genre de discussion, moi j'ai eu du Tim Hardaway, Ralph Sampson. j'ai eu du Ralph Sampson, j'ai eu du Tim Hardaway, j'ai eu du Kevin Johnson aussi, j'ai eu ces gars-là. Connie que Hawkins. Je sais pas classé. Connie Hawkins, c'est vraiment court le prime. Ah ouais, mais par contre... Voilà, mais c'est ça là. juste basketteur. Enfin, bon. Ah, le basketteur. Mo Chicks. Aïe, Ouais, Mod Chicks aussi. Hein. 120, 125. Ouais, ils sont pas faciles tous ces. Il y en a tellement. En fait, c'est là aussi, c'est ça que c'est intéressant, c'est là aussi où tu te rends compte que ouais, c'est riche. Il y a des gens qui vont venir le voir et vont dire ouais, les gars, vous avez toujours pas parlé de Sean Kemp, quoi. Ouais, c'est ça, Sean Kemp par exemple. Mais carrément. Kyrie Irving. Il y a des gens qui voient Kyrie et qui disent ouais, il est top dans 100. cette discussion, moi, je trouve. Bien sûr, Kyrie fait partie de ces discussions. Je regarde un peu les blazes. Il y a eu de la discussion autour de George McGuinness, Jack Sikma, Larry Johnson, Mark Aguirre, Kiki Van de Veille. Il a un peu tapé. Un peu derrière. Ouais. C'est un peu derrière tout ça pour moi, je pense. Ralph Sampson, ça c'est sûr. Non, mais voilà, on est pas mal. C'est à peu près eux. J'arrive pas trop à mettre d'autres noms. Après, ça commence à devenir chelou. Genre, si tu commences à foutre des DeMar DeRozan, des Paul George et des. Oh. Non, mais tu vois, Ouais, si tu commences à mettre des mecs genre, oh là, attention, Non. Larry Nance. Ouais. Non, mais tu vois, après, non, mais c'est dur de faire le range. Bah ouais, mais. Marion. Ouais, tu vois, mais c'est dur de faire après ce range suivant. Hein. Franchement, il est pas facile, hein, le 110. Un jour, on fera le top 200 all time, tu vois. Non, mais un jour, on Oh fera là là. de 101 à 200. Tu sais que ça sera pas simple. Hein. C'est un bordel à faire. Hein. Kevin Love. Qu'est-ce que tu fais de ces gars? Qu'est-ce que tu fais de Kevin Love? Ouais, je suis d'accord. C'est tendu. Voilà, en tous les cas, dites-nous, vous, qui vous aviez sur les places à peu près 100 à 105, ce sont vos mentions honorables, ceux, vous les avez regardés, vous avez fait, ah, désolé, gros, va falloir que tu restes sur le bas, Teco. Nous, bien évidemment, on va se retrouver la semaine prochaine. On s'approche quand même gentiment de La mi-chemin. 50 là quand même. Hein. La mi-chemin, on vous annonce tout de suite, ça va être une dinguerie. Du coup, on vous souhaite une magnifique semaine à toutes et à tous. À lundi prochain pour un nouvel épisode du Top 100 All Time. Ciao.